Bon, salut à tous. Je refais un petit vlog audio parce que entre aujourd'hui et la dernière fois où j'ai fait une vidéo et a fortiori où j'ai fait un vlog audio de ce type, il s'est passé énormément de choses. J'ai eu un nouveau PC un peu plus correct parce que l'ancien était presque mort. Euh, Au niveau de l'actualité politique, géopolitique, il s'est passé beaucoup de choses. Donc on va faire le point ensemble. Enfin, ensemble, c'est surtout moi qui parle tout seul, mais bon, qu'importe. Allez, on commence alors bien entendu avec la réforme des retraites, c'est vraiment l'actualité du moment en France. Bon, ce projet de réforme des retraites, c'est plus exactement une contre-réforme antisociale, là je pense que j'enfonce une porte ouverte, qui vise à reculer l'âge de départ à la retraite, qui vise en réalité à réduire le montant moyen des pensions qui sont versées, à, nécessité de travailler plus longtemps alors pour éviter la décote. Bref, voilà le but du projet. C'était censé être 65 ans l'âge pivot, mais finalement c'est 64. Bon, ça reste une augmentation quand même. Bien évidemment, alors c'était quelque chose que le gouvernement avait déjà tenté de faire passer fin 2019. Il avait suspendu le projet parce qu'il y avait le Covid, mais ils l'ont rappelé à plusieurs reprises, ils n'avaient pas renoncé. Ils n'avaient pas renoncé, ils maintenaient leur position concernant le fait qu'il faut faire une réforme des retraites. Et bah, sans surprise, ils y sont revenus. Une fois la parenthèse du Covid passée, ils ont décidé d'y revenir. Après, vous allez me dire pourquoi y revenir maintenant? Pourquoi y revenir alors que depuis l'après-Covid, depuis la reprise, l'inflation a beaucoup augmenté et que la guerre en Ukraine en a rajouté une couche? Pourquoi la faire maintenant alors qu'il y a tellement d'instabilité? Bon, alors, outre que Macron en a fait une affaire personnelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la Commission européenne qui fait pression pour que ce soit réalisé. Commission européenne, alors oui, ce que fait la Commission européenne, c'est censé être des recommandations, donc c'est censé ne pas être obligatoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne contrôle le robinet des subventions, et si on ne suit pas trop ces indications, eh bien, le robinet peut, par moment, avoir du mal à couler, quoi. Bon. Et bien entendu, fondamentalement, cette réforme satisfait les intérêts de certaines fractions du capital. Donc, principalement tout ce qui est fonds de pension et fonds de gestionnaires d'actifs, comme BlackRock. BlackRock, c'est pas un fonds de pension de retraite, mais c'est des gestionnaires d'actifs qui bossent avec les fonds de pension. Donc, c'est une contre-réforme qui vise avant tout à satisfaire les intérêts du capital financier. BlackRock serait vraiment un cas par excellence du capital financier. C'est une entreprise donc qui est avant tout qui bosse avant tout alors dans le domaine des transactions monétaires au niveau de la bourse ou des placements. Donc beaucoup de liens avec les banques à ce niveau, mais aussi des liens avec les entreprises parce qu'ils ont des actions dans la plupart des grosses boîtes, y compris des industries, hein. Et enfin, BlackRock a des liens évidents avec les institutions étatiques, parce que c'est bien BlackRock et compagnie qui recommandaient cette réforme des retraites au gouvernement et à la Commission européenne par lobby interposé. Bref, c'est vraiment un cas interprétation capital bancaire, capital industriel et État, ça c'est vraiment typique du capital financier, et c'est surtout eux qui veulent ça. Pour faire passer ça, alors le gouvernement, euh, c'est soi-disant défenseur de la démocratie, des libertés et des droits de l'homme, comme ils aiment à le proclamer vis-à-vis de l'étranger. Ce qu'on peut dire, c'est que la démocratie, ils sont assis dessus, hein. Pour faire passer euh, pour faire passer la réforme des retraites, ils ont décidé de la faire passer non pas en tant que projet de loi à part entière, mais en tant que projet de loi rectificatif sur le financement de la sécurité sociale. PLR FSS, ou ouais, un truc dans le genre.
Pourquoi ils l'ont fait passer comme ça? Parce que, euh, attendez, je vérifie quelque chose, je vérifie juste au niveau de la Constitution française. Toutoudou. Constitution française. Euh, Ah, alors le fait de... Alors pourquoi ne pas passer par un projet de loi à part entière, mais par un projet de loi rectificatif sur le financement de la sécurité sociale? Eh bien parce que ça permet d'utiliser certaines procédures spécifiques qui permettent de faire accélérer le transit qui permettent de faire accélérer le transit de la loi dans les institutions parlementaires pour qu'en fait elle passe plus vite. Cette procédure, donc c'est l'article 47 points. L'article 47.1 alors permet d'accélérer les procédures. L'Assemblée nationale a 20 jours maximum pour se prononcer. Si l'Assemblée n'a pas accepté ou ne s'est pas prononcée, eh bien le projet part directement au Sénat. Le Sénat a 15 jours pour statuer. S'il ne s'est pas non plus prononcé, et si le projet de loi n'a pas, ou si le projet de loi n'a pas été accepté, eh bien, on passe par une commission paritaire. Si ça s'est pas prononcé, eh bien, le gouvernement peut voter, enfin, peut faire passer la réforme par ordonnance. Donc, sans avoir à passer par un véritable vote de l'Assemblée. Euh, lorsque le projet de loi a 20 jours maximum de débat à l'Assemblée, ce qu'il faut noter, c'est que si l'Assemblée ne s'est pas prononcée sur la totalité, eh bien le projet de loi il passe au Sénat, non seulement, mais en plus, les amendements qui ont été débattus et adoptés, eh bien, ils sont facultatifs, c'est-à-dire le gouvernement n'est pas obligé de retenir les amendements qui ont été adoptés lors des débats. Non seulement le projet de loi est assuré de passer si l'Assemblée ne se prononce pas sur la totalité, bon, du fait de la longueur des débats, c'était clair que ça allait passer l'Assemblée de toute manière. Mais en plus, tous les débats qu'il y a eu à propos et tous les amendements qui ont été placés par l'opposition, bah, ça a été fait en pure perte vu que le gouvernement peut tout simplement décider de les ignorer. Voilà. Une fois au Sénat, donc 15 jours de débat max, non seulement, mais en plus, le gouvernement a utilisé l'article 44.3 qui permet, comment dire, qui permet de faire voter le projet en une seule fois. Uniquement avec les amendements qui ont été acceptés par le gouvernement. Donc ça vise à aller plus vite, ça vise à passer plus vite par la case Sénat, et ça permet d'écarter tous les amendements qui ne plaisent pas au gouvernement. Acceptés par le gouvernement. Voilà, l'article 44.3 au Sénat, et du coup, commission paritaire, il y a... et du coup, on était en phase de commission paritaire où il y avait, je crois, un retour à l'Assemblée, ou je sais plus, mais il devait y avoir un dernier vote pour discuter la réforme. Mais c'est là que, coup de théâtre, le gouvernement utilise le 49.3. Pourquoi je dis coup de théâtre? Parce que, en fait, si le gouvernement avait utilisé l'article 47.1 et l'article 44.3, c'était pour essayer de ne pas faire passer la réforme à coup de 49.3.
Parce que le problème, c'est que 49.3, donc c'est un passage en force brutal. On fait passer la réforme là tout de suite, mais si le gouvernement fait ça, il se retrouve à découvert. Il se retrouve exposé à une motion de censure. Le fait d'utiliser l'article 47.1 et l'article 44.3, ça permet d'accélérer les procédures pour faire passer la réforme sans devoir se mettre à découvert, sans se retrouver exposé à une potentielle motion de censure. Ça prend plus de temps qu'un 49.3, mais ça permet de ne pas se mettre complètement à découvert. Bon, voilà. Euh, finalement, ils ont quand même fait passer le 49.3, et du coup, il y a des motions de censure qui vont être déposées. On va voir comment ça se résout. Normalement, d'ici lundi, on devrait savoir. L'opposition à la réforme des retraites, dès que le gouvernement a parlé de la remettre, il y a eu à nouveau une nouvelle remontée des luttes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les luttes, depuis la reprise difficile et la remontée de l'inflation, eh bien le retour la remontée de l'inflation, ça a exercé une pression à la hausse sur les luttes. Ça a exercé un effet haussier sur les grèves, sur les manifestations. Parce qu'en fait, si l'inflation augmente, ça veut dire que les salaires réels sont rongés plus vite si les salaires nominaux restent identiques. Du coup, il y a plus de luttes. On remarquait depuis 2021, il y avait plus de grèves, y compris des grèves dites sauvages, c'est-à-dire des grèves hors cadre syndical, donc c'est-à-dire des prolos qui se regroupent, qui se disent bon bah maintenant on va faire grève, on en a marre. Ça commence à devenir de plus en plus courant. Avec la guerre en Ukraine et les effets de déstabilisation sur le marché, donc qui induit certaines pénuries relatives et inflation, eh bien ça s'est pas calmé. Au contraire, à l'automne et début hiver, il y avait un gros mouvement de grève à nouveau, avec les raffineries et tout, parce que oui, c'était à propos de Total Total et ses actionnaires qui se faisaient des couilles en or, complètement scandaleux. Les pros ont fait grève, les secteurs concernés ont obtenu gain de cause sur certaines de leurs revendications, comme quoi, bah, les conquis sociaux, c'est par la lutte que ça s'obtient. Les conquis sociaux, c'est par la lutte que ça s'obtient. C'est pas en laissant faire, en priant les institutions qu'on obtient quoi que ce soit, hein. C'est en luttant qu'on- que les conquis sociaux sont arrachés. Les conquis sociaux sont arrachés par les luttes. C'est par les luttes qu'on obtient les conquis sociaux. Je me suis déjà pas mal répété. Euh, Dès que le gouvernement a reparlé de refaire passer la réforme des retraites, là, ça s'était à peine calmé le temps des fêtes, et c'est tout de suite bien remonté. Il y a eu de grosses manifestations, des journées de grève. Bon, alors l'intersyndicale avait pas fait grand-chose au début, mais c'est surtout parce que la CFDT freinait. Alors qu'en revanche, il y a un certain nombre de militants dans les syndicats de lutte qui étaient très motivés à faire beaucoup plus que des journées épisodiques. Bon, c'est toujours les bureaucraties syndicales, surtout de certains syndicats qui freinent le processus. Mais il y avait des envies de lutter, hein. Le gouvernement a ignoré les avertissements des manifestations, qui pourtant c'était 2 millions de personnes à peu près dans le pays, ces manifestations, du jamais vu depuis plusieurs années. Dans certaines grandes villes, ça faisait depuis 2011 qu'il n'y avait pas eu ça. Dans des villes plus petites, depuis 95. Dans des petits villages, depuis 1968. Il y a eu, bon, les journées de grève, ça n'a pas découragé le gouvernement. Depuis le 7 mars, il y a eu des mouvements de grève des grèves plus longues là, qui sont lancées. Mais le gouvernement ne recule toujours pas. Il s'en fout complètement.
Il y en a qui disaient, au moment des élections présidentielles, que ouais, mais il faut faire barrage, voter Le Pen, c'est le choix de l'accélérationnisme. Alors, je veux dire, je voyais pas en quoi Marine Le Pen était plus accélérationniste que Macron, hein. Je me demande même si à ce niveau-là, Macron, c'était pas le pire. Parce que lui, en plus, on a fait une affaire personnelle. Euh, les éboueurs ont fait grève, là, à Paris, il y a des poubelles partout. Éboueur, c'est un métier difficile et dangereux en plus. La surmortalité est forte. Ils se sont mis en grève, il y a des poubelles partout à Paris. En réponse, le gouvernement a sollicité des sociétés privées qui ont cependant aussi été quelque peu touchées par des grèves. Comme quoi le ras-le-bol est vraiment général. Il a procédé à des réquisitions de personnel. On est censé être en temps de paix, mais il y a des réquisitions de personnel. Le gouvernement s'en fout du droit de grève. S'il pouvait s'il pouvait l'annuler, s'il pouvait interdire le droit de grève, il le ferait, hein. On commence déjà tout doucement à y venir. Bref. Le gouvernement, à force de vouloir passer en force et d'aller vite, non seulement il s'attire l'hostilité de la population, mais aussi de certains des partis qui sont censés être de ses alliés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement va aller tellement vite qu'il y a des tensions. Il y a des tensions au sein de LR et, 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 et de la majorité elle-même. Du côté du Modem ou de Horizon, ça grince des dents sur la méthode. Il y a des LR qui ont annoncé voter contre la réforme des retraites. Il y a même des gens proches de la majorité, notamment Horizon, qui ont annoncé qu'ils voteraient contre. Pas très nombreux, hein, mais quand même. Ils voteraient contre et que du coup, ils soutiennent. Il y en a certains donc, qui disaient qu'ils voteraient contre, qui du coup voteraient pour, en revanche, la motion de censure qui a été déposée. Le RN et la NUPES ont sûrement déposé une motion de censure, mais il y a le groupe LR Lyot qui va déposer une motion de censure transpartisane, qui est celle qui a le plus de chances de l'emporter. On a parlé des partis. Parlons de la population. L'opposition au 49.3, elle est générale. Même à En Marche, il y a 51% qui sont contre le 49.3 et 49% pour. C'est un... Enfin, il- oui, oui. 51% contre le 49.3 et 49% pour qui soutiennent, de gens qui soutiennent En Marche. Bon, après, il y a peut-être pas compté ceux qui ont répondu neutre ou ne sait pas, mais on remarque que même En Marche, il y en a plus qui s'y opposent que ceux qui acceptent, même si seulement d'une courte majorité. Dans le reste de la population, au niveau politique, l'opposition est générale. Concernant le recours, concernant le vote de la motion de censure, il y a une légère majorité d'électeurs LR qui sont pour le vote de la motion de censure. Bon, ça tranche avec les propos de la direction de LR, notamment Ciotti et Retailleau, qui eux ne veulent pas la voter, alors qu'il y en a certains à LR qui veulent la voter, il risque d'y avoir des scissions dans le parti. Euh, enfin, après les manifestations, bon, du côté de En Marche et des électeurs En Marche et LR, ils sont plutôt contre la poursuite des manifestations, mais c'est logique, c'est des secteurs électoraux qui ont tendance à être plus rétifs. Mais ouais, alors LR, ils sont dans une situation assez difficile. Parce qu'en fait, depuis que En Marche est au pouvoir, ils ont tendance à fréquemment soutenir le gouvernement. Donc à ce moment-là, pourquoi voter pour eux si on peut voter En Marche à côté? Ça fait qu'une bonne partie des électeurs LR en fait se sont tournés vers En Marche et ça fait que LR se font siphonner leur électorat. Ça s'est notamment vu au présidentiel. Pécresse n'a pas convaincu. Un peu moins au législatif parce qu'il y a des figures locales qui conservaient pas mal de voix. Mais en fait, à force de collaborer avec En Marche, ceux qui collaborent avec En Marche, ils risquent de
ils risquent de le payer au moment des prochaines élections. Sauf qu'ils ne veulent pas non plus voter la motion de censure parce que LR, c'est un parti composé essentiellement de notables locaux qui, en cas de nouvelles élections, auraient vraiment peur de perdre leur siège. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui préfèrent voter contre la motion de censure, parce que qui dit nouvelles élections dit risque pour eux de perdre leur siège, parce que la population risque de leur reprocher d'être restés proches de En Marche. Mais plus ils attendent et plus ils collaborent avec En Marche, plus la sanction donc va venir tard, mais elle va être forte. Bref, ça c'est la situation de LR. Les manifestations se poursuivent. Elle commence à se radicaliser parce que le gouvernement, et notamment Macron, ne nous écoute pas. Ils font semblant de nous écouter. Ils disent oui, on a compris, on écoute, on a effectué un débat démocratique. Bon, c'est complètement de la novlangue orwellienne, hein. La démocratie, ils n'arrêtent pas de chier dessus. Bon, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, alors oui, par chez nous, ils chient sur la démocratie, mais par rapport à la guerre en Ukraine, ils se réclament de la liberté, des droits de l'homme, de la démocratie, le monde libre. C'est vraiment grossier, c'est binaire, c'est vulgaire, c'est ignorer la situation qu'il y a par chez nous. Non, non, le niveau de liberté, de démocratie par chez nous ne cesse pas de dégringoler. Oui, alors ok, les journalistes d'opposition sont pas tous en tôle ou exécutés, soi-disant suicidés de 3 balles dans le dos. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'on est pour autant libre, démocratique. La presse, elle est de plus en plus verrouillée par une petite poignée d'oligarques, à force de concentration des médias, sur le modèle de la concentration des capitaux dans un cadre capitaliste, hein. Bref, hypocrisie complète du camp euro-atlantiste dans le discours, parce que des deux côtés du camp impérialiste euro-atlantiste ou du côté du camp impérialiste russe, la guerre en Ukraine, ça sert des intérêts géopolitiques. J'en ai déjà discuté sur ma chaîne. Bon, le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas 10 milliards pour les retraites. En revanche, il a promis 400 milliards pour certains en revanche, il a promis 400 milliards sur certains. Enfin, le gouvernement, il dit il y a pas 10 milliards disponibles pour les retraites. Non, non, il faut serrer la ceinture, etc. En revanche, pour l'armée, il leur a promis 400 milliards sur 7 ans. Bon, autrement dit, le gouvernement se fout de la gueule du monde. Après, vous allez me dire que le fait de moderniser l'armée, etc., ça peut être une bonne chose, sauf que le gouvernement, est-ce que vous faites vraiment confiance dans le gouvernement pour qu'il aille vraiment moderniser l'armée avec une véritable politique stratégique à long terme, etc. Non, je pense pas. Je pense que cet argent, ça va être de l'argent jeté par les fenêtres qui va partir dans des bordels européens bureaucratiques ou dans des projets chronophages, extrêmement coûteux qui n'iraient pas forcément servir à grand-chose et qui risquent d'être un véritable bordel, genre le SCAF, ça va être un véritable bordel, je pense. Alors que le problème, c'est surtout qu'on manque de munitions de base, d'armement de base. On peut tenir que quelques jours à haute intensité, hein. Et d'ailleurs, on l'a vu à propos de la guerre en Ukraine. Concernant les livraisons d'armement, on a énormément puisé dans nos stocks pour livrer l'Ukraine, et du coup, on n'a plus grand-chose. Autant les États-Unis, qui ont aussi pas mal vidé leur stock, eh bien, ils ont quand même une capacité de production. Autant de notre côté, est-ce qu'on a toujours une capacité de production de masse d'armement? Non, on produit des armements, mais pas en masse. Et c'est bien le problème. En Russie, ils ont beaucoup vidé leur stock aussi, sauf qu'eux, ils peuvent produire en masse. Alors c'est vrai, c'est de l'armement de moindre qualité, on va dire. En revanche, les capacités de production, ils l'ont. Et les ressources aussi. Nous, eh ben, les ressources, on les a pas vraiment. En Russie, ils ont l'essentiel. Ils n'ont pas les plus hautes technologies, mais ils ont l'essentiel. Nous, c'est pas le cas. Le gouvernement, alors oui, Bruno Le Maire, oui, nous allons asphyxier l'économie russe. Tu parles. Non seulement l'économie russe a réussi à encaisser les sanctions, non sans mal, mais la Russie a encaissé les sanctions.
Les prévisions de croissance, alors on disait oui, moins 8%, moins 10%, début 2022, puis finalement, moins 6, moins 5. Le FMI qui en novembre 2022 annonçait ouais, moins 3, moins 4, et finalement moins 2,1. Ou moins 2,2, je sais plus, mais. Et alors selon Jacques Sapir, il paraît même que le PIB aurait été légèrement sous-estimé, mais bon. euh, Là, on n'est pas encore sûr, il le dit lui-même, il faut être très prudent. Et Jacques Sapir Notons que Jacques Sapir, depuis le début, il prédisait moins 2%, à peu près, entre moins 2 et moins 2,5, et il a eu raison. Ça a été confirmé. Pendant ce temps-là, de notre côté, eh bien, les effets des sanctions se sont fait sentir, les, les effets boomerang. Au niveau des hausses de prix, notamment de l'énergie, au niveau d'une inflation plus globale, le prix de l'énergie se répercute sur le reste et la guerre alimente aussi les diverses opérations de spéculation. Là, paraît qu'en mars, la hausse des prix dans les supermarchés va être très forte, jusqu'à 25%. Ça va faire mal au portefeuille. Moi encore, ça va, je vis pas dans une véritable précarité. En revanche, pour ceux qui sont précaires, ça va être très dur. Et on comprend qu'il y ait beaucoup de colère par rapport à la réforme des retraites, que dans ce genre de contexte, le gouvernement veuille à tout prix passer en force. Les tensions vont continuer à monter. Ouais. Bref, pour dire que l'argent qui est envoyé de l'armement, ça va être simplement jeté par les fenêtres, hein. Euh, nos élites sont complètement incapables de véritable planification stratégique, industrielle, à long terme. Depuis des décennies, ils ont montré qu'ils ne sont pas capables de le faire. C'est pas en deux temps trois mouvements qu'ils vont à nouveau en être capables, surtout si on fait toujours confiance aux mêmes. Bref, à propos de la guerre en Ukraine, il y a de l'argent qui part en soutien au gouvernement ukrainien, alors que pendant ce temps-là, nous, nos services publics, nos hôpitaux, se gangrènent, hein. Vous allez me dire que l'un n'empêche pas l'autre. Vous allez me dire que l'un n'empêche pas l'autre, mais concernant le gouvernement, il faut pas attendre que le gouvernement accepte de financer les deux. Là, vous allez me dire, il n'y aura qu'à lutter, il n'y a qu'à lutter pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il prenne sur les profits du capital, actionnaires, etc., qui prennent sur les profits, les dividendes, pour financer à la fois nos services publics et à la fois la guerre en Ukraine. Sauf que, je veux dire, si on lutte chez nous, c'est d'abord pour les enjeux locaux, hein, premièrement. Deuxièmement, c'est surtout pour les enjeux locaux. Ensuite, si on envoie de l'argent dans la guerre, ça sera de l'argent en moins pour les services publics. Vous allez me dire qu'il y en a suffisamment pour les deux, en théorie. Sauf que, pourquoi faire pression pour soutenir un gouvernement en Ukraine qui mène une politique qui, au niveau néolibéralisme, est pire que celle de Macron? Oui, mais c'est la guerre. Oui, bon, alors la guerre, elle a bon dos. La guerre, elle a bon dos. Le fait qu'ils aillent niquer les droits des travailleurs et préparer des opérations de privatisation de masse, est-ce que c'est justifié par la guerre, concrètement? Notamment les privatisations. Un État en économie de guerre, habituellement, il va nationaliser massivement. Là, en Ukraine, alors, ils ont pris des parts dans certains trucs, mais à côté, ils préparent des privatisations de masse. Surtout après-guerre. C'est catastrophique. Bref. Et encore au niveau de cette option qu'on va dire réformiste, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme des retraites, ça peut aussi viser à financer la guerre en Ukraine. Donc si on s'oppose à la réforme des retraites, c'est pas le fait de à côté soutenir la guerre en Ukraine, c'est pas très logique parce que les gros capitaux, ils sont d'accord pour que l'État soutienne la guerre en Ukraine, mais à condition que ce soit pas eux qui payent. Parce que faut que à minima, ça ne leur coûte rien, ou alors il faut que ça leur soit rentable, s'ils ont des intérêts là-dedans. Donc ils vont faire payer la guerre à la population.
la réforme des retraites, alors ça vise pas nécessairement directement à financer la guerre en Ukraine, mais au niveau indirect, si il y a une diminution du budget de l'État à propos des retraites, ça peut partir dans la guerre. Il y a un peu une opposition entre le financement de la guerre en Ukraine et enfin, le financement du soutien au gouvernement ukrainien et et les, et la lutte contre la réforme des retraites. Il y a un peu d'opposition entre les deux. Vous allez me dire, ah oui, ben dans ce cas, on n'a qu'à exproprier le capital pour pouvoir faire les deux. Bon, alors, expropriation du capital, je suis pour. Je suis pour exproprier le capital. En revanche, si jamais on passe à l'action, la guerre en Ukraine, ça sera vraiment le cadet de nos soucis. On aura d'autres chats à fouetter. Si on est en pleine situation révolutionnaire en France, je veux dire, le soutien à la guerre en Ukraine, qui plus est à un gouvernement néolibéral qui représente exactement ce qu'on combat, en pire, il faudra pas compter là-dessus. Bref. J'ai pas pris trop de nouvelles sur la politique du gouvernement ukrainien. C'est vrai que là, je me suis surtout intéressé à la réforme des retraites. J'ai fait d'autres choses aussi. Ensuite, au niveau de la situation internationale, euh, j'ai appris que les BRICS pourraient s'élargir. Des pays qui ont des pays qui veulent les rejoindre. Alors, il y a l'Algérie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Iran et l'Arabie Saoudite se retrouveraient ensemble dans la même organisation, alors que c'est deux pays qui sont des adversaires géopolitiques depuis des lustres. J'ai appris récemment que l'Iran et l'Arabie Saoudite avaient conclu un accord pour reprendre les discussions diplomatiques, accord qui a été soutenu par la Chine. La Chine qui a réussi à contribuer à ce que deux pays qui sont plutôt adversaires, voire ennemis, se parlent à nouveau. J'espère que cela pourra permettre de mettre fin à la guerre au Yémen. La guerre au Yémen, alors ouais, une guerre, ça fait des années qu'elle dure, nos médias en parlent beaucoup moins, alors que la France, elle, finance l'Arabie Saoudite qui réprime les Houthis au Yémen. La France qui vendait des armes à l'Arabie Saoudite. Et est-ce qu'il y avait eu des condamnations internationales? Oh, non. Bref. Voilà, la guerre au Yémen, c'est une autre preuve du double discours, du double standard et de l'hypocrisie notoire de nos dirigeants. J'ai appris qu'en plus, concernant le conflit israélo-palestinien, ça s'est reparti de plus belle avec le nouveau gouvernement israélien c'est une alliance entre ultrasionistes et un religieux intégriste. Ils veulent poursuivre la politique de colonisation de Cisjordanie. Alors là, ça parle aussi d'annexer des territoires. Sauf que, est-ce que le camp euro-atlantiste, la fameuse communauté internationale, décide de condamner ça? Non. Et même Biden se dit très ami avec Netanyahou, qui compte continuer à bosser avec lui. À partir, à partir d'un certain niveau de double standard, en fait, il n'y a plus de droit international. Le droit international, nos pays ferment les yeux, voire s'assoient dessus dès que ça les arrange. Mais dans le cas de la Russie qui a annexé la Crimée, là, ils condamnaient. Franchement, c'est cette hypocrisie notoire. C'est, faut pas s'étonner qu'il y ait 75% de la population en... Faut pas s'étonner qu'il y ait l'équivalent de 75% de la population mondiale en termes de pays qui n'ait pas suivi le camp euro-atlantiste dans les sanctions. On est la risée du monde. Faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de gens dans le monde qui se foutent de notre gueule. Quand il y a un tel niveau de double standard, bordel. Purée. Ah. Bref. Euh, Autre sujet. Ah, Nord Stream. Nord Stream. Il y a eu une information qui est sortie récemment. Des services de renseignement états-uniens et allemands, alors, auraient sorti que
Le sabotage de Nord Stream, ça viendrait d'un groupe de partisans pro-ukrainiens. Alors, groupe de partisans pro-ukrainiens, ça ne veut pas dire qu'ils soient nécessairement ukrainiens. Bon, alors pareil, qu'ils seraient de citoyenneté russe ou ukrainienne, selon ce qu'ils disaient. Mais voilà, ils ont dit pro-ukrainien. Ils disent que ce groupe pourrait éventuellement être lié à Kiev, donc au gouvernement ukrainien. Ils n'ont pas accusé le gouvernement, ils disent ça pourrait juste être le cas. Kiev a démenti. Bon, pour rappel, lorsque Nord Stream a été saboté, la plupart des médias, la plupart de nos éditorialistes, de nos experts accusaient la Russie, alors que ça n'avait pas de sens. Pourquoi la Russie irait saboter un gazoduc dont elle contrôlait le robinet? Elle avait juste à ouvrir et fermer le robinet à sa convenance. Elle n'avait pas besoin du tout de saboter. Quand on ferme le robinet, il y a juste à ouvrir. Là, ça a été saboté, ça peut pas vraiment être reconstruit. Reconstruire un truc pareil, ça serait vraiment très difficile. Donc je vois pas pourquoi la Russie aurait fait ça, franchement. Oui, mais ça serait un truc sous faux drapeau pour faire accuser le camp d'en face. Mais pourquoi faire accuser le camp d'en face au prix d'un gazoduc quand même, alors il y a juste, alors que c'était un de leurs moyens de pression? Ça n'a pas de sens. Oui, mais comme ça constitue un casus belli. Alors la guerre avait déjà commencé depuis des mois, hein, cet argument n'a aucun sens. Bon, oui, la piste russe alors est assez loufoque, assez ridicule. Du coup, là, les services, ils nous parlent de groupes pro-ukrainiens. Alors, à titre personnel, je crois pas trop à ce truc. Ou alors, à minima, je ne crois pas que ce soit un petit groupe qui ait fait ça tout seul. Ils ont à minima été soutenus. Si jamais c'est bien un groupe de partisans pro-ukrainiens, je soupçonnerais alors un soutien de la CIA. Parce que la CIA, dans le passé, en termes de soutien des groupes de partisans divers, ils ont déjà fait le coup des dizaines et des dizaines de fois. Les sabotages de pipeline, il y en a déjà eu par le passé. Concernant Nord Stream, alors la déclaration de Biden et de Nuland publique était, bon, c'était des menaces à mots couverts. On comprenait, les États-Unis, en plus, qui ont de longue date, étaient opposés à Nord Stream. Ils avaient déjà saboté un pipeline entre l'Allemagne et l'URSS durant les années 80 sous Reagan. Et sabotage effectué par la CIA, si je me souviens bien. En tout cas, il y avait eu un sabotage pour empêcher, viser à bloquer un rapprochement entre l'URSS et l'Allemagne. Les États-Unis, alors il n'y a pas encore de preuves absolues contre eux. En revanche, il y a clairement des flèches qui pointent vers eux. Et là, nous parle de groupes de partisans pro-ukrainiens, mais hmm, c'est pas des gens qui ont fait ça tout seuls dans leur coin. Les capacités requises pour effectuer un tel sabotage, il n'y a pas beaucoup de pays qui les ont. Les États-Unis ont ces capacités, et en plus, parmi les pays qui ont ces capacités, ça fait figure de principal suspect. Seymour Hersh avait accusé donc les États-Unis et la Norvège d'avoir fait ça. Alors autant pour moi les États-Unis c'est fortement probable, autant la Norvège je sais pas trop. Alors c'est vrai que la Norvège du coup ils se mettent à vendre du gaz à l'Allemagne, plus cher que le gaz russe, mais de là à ce qu'ils aient carrément fait ça, de là à ce que la Norvège ou la Pologne ou les Pays-Baltes soient dans le coup, là je suis pas trop sûr. Bon, mais enfin, même si cette info est un peu douteuse à mes yeux, il y a à minima des non-dits dans cette affaire. Je trouve qu'on devrait quand même s'attarder sur pourquoi ce genre d'information sort à ce moment. Alors que l'Ukraine a des difficultés au niveau de Bakhmut, alors que la Russie grignote un tout petit peu de terrain, beaucoup moins que ce qu'elle a perdu, euh, pourquoi les services de renseignement états-uniens sortent une info pareille? Pourquoi sortent-ils, alors que l'Ukraine est en difficulté, des informations de nature à attiser les soupçons, les bruits de couloir sur le gouvernement ukrainien et à diminuer le soutien à leur égard? Pourquoi font-ils ça?
Alors, il y a des hypothèses qui ont circulé sur les réseaux sociaux, donc je vais parler de l'une d'entre elles, qui me semble assez intéressante. Cette hypothèse, alors, ce serait éventuellement un arrangement entre, entre l'Allemagne et les États-Unis pour trouver un bouc émissaire pour l'opinion publique, parce que la piste russe était vraiment pas crédible. Trouver un arrangement pour essayer de sauver la face, mais qui permette de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire de faire un peu pression sur le gouvernement ukrainien pour qu'il se conforme pour bien s'assurer qu'il suive les États-Unis. Ça serait un rappel de la part des États-Unis au gouvernement ukrainien pour leur rappeler que ils les tiennent par les couilles, qu'ils peuvent pas se permettre de prendre trop d'autonomie à leur égard. Alors pourquoi faire ça? Alors ça serait éventuellement pour arriver à des négociations. Vous allez me dire, ça paraît peu probable. En Ukraine, le gouvernement n'en veut pas. Du côté russe, ils n'en veulent pas vraiment non plus. Hein. Et ça ferait un peu bizarre que les États-Unis, ils ont beaucoup à gagner dans cette guerre. Alors c'est vrai que les États-Unis, ils ont pas mal à gagner. Au niveau de l'influence géopolitique locale, du contrôle de certaines ressources, alors, éventuellement une délocalisation, même si pas beaucoup, parce qu'ils ont effectué un tournant protectionniste, mais surtout des revenus supplémentaires pour le complexe militaro-industriel. Extension de, alors pas extension de l'OTAN, alors pas forcément juridiquement, mais à minima de fait, parce qu'on l'avait dit, l'Ukraine de fait, elle est dans l'OTAN. Juridiquement, elle n'est pas présente dedans, mais de fait, c'est comme si elle y était, à part l'article 5. Bon, euh, je réfléchis. Pourquoi alors, éventuellement, essayer d'arriver à des négociations. Alors, ouais, ça fait un peu bizarre. Ça paraît pas du tout logique par rapport à ce que je viens de dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre en Ukraine, ça favorise une certaine instabilité sur les marchés mondiaux. Ça favorise certaines spéculations, certaines formes de pénurie. Ça favorise l'inflation. Et ça a un effet sur les luttes dans les pays du monde, notamment dans les pays du camp euro-atlantiste. Or, les luttes, on voit bien qu'il y a une recrudescence et que les gouvernements, ils ont peur. Les gouvernements, ils ont peur que la situation, si elle macère trop, finisse par devenir hors de contrôle. Et pour eux, mettre fin à la guerre et arriver à des négociations, ça pourrait être une porte de sortie pour essayer de restabiliser les marchés mondiaux, calmer l'inflation, et du coup, euh, et du coup faire rediminuer les luttes, afin de retrouver un semblant de paix sociale nécessaire pour leurs affaires. Arriver à une fin de la guerre, surtout pour essayer de calmer indirectement les luttes chez eux. Parce que c'est pas tellement la Russie qu'ils craignent en tant que telle, c'est surtout les luttes des masses, notamment du prolétariat de leur pays. C'est surtout ça qui leur fait peur. Alors, Jacques Sapir, lui, avait dit qu'il y aurait que l'UE sortirait de la guerre. Enfin, il a dit que l'UE cesserait le financement de la guerre, ouvrirait des négociations. Enfin, non, pas cesserait le financement de la guerre, mais alors, Jacques Sapir avait dit que l'Union européenne rouvrirait les négociations avec la Russie avant l'été. L'été, c'est le 21 juin, donc il y a à peu près 3 mois. On va voir si c'est vrai ou pas. Mais c'est vrai que autant il y a un certain nombre d'acteurs qui ont intérêt à ce que la guerre se poursuive pour que leur camp l'emporte, autant il y a beaucoup de raisons qui vont plutôt dans le sens d'une poursuite de la guerre, autant il y a des raisons croissantes qui vont dans le sens d'une fin de la guerre. Alors, je suis pas sûr que les raisons qui vont dans le sens d'une fin de la guerre l'emportent pour l'instant. On voit que notre gouvernement, il veut tellement passer en force que ça m'étonnerait qu'il veuille vraiment directement changer de pied concernant la guerre en Ukraine. Mais alors, plus les luttes sont fortes, plus les gouvernements ont peur, sont inquiets,
plus il pourrait vouloir ouvrir des négociations pour essayer de calmer la situation sur les marchés mondiaux, pour essayer de calmer l'inflation et du coup calmer les luttes. Ça, c'est une hypothèse possible. Voilà. Alors sinon, concernant mes projets personnels, alors j'ai pas fait de vidéo ces derniers mois, mais parce que j'étais en train de terminer des articles. Là, mes articles, plus tard, il y aura une grosse mise à jour qui viendra. Là, pour l'instant, je dois vérifier le sommaire de la pagination des sommaires d'un certain nombre d'articles, donc ça va encore prendre un peu de temps. Mais ensuite, j'ai fait qu'il y aura une grosse mise à jour de mes articles sur mon site, sur Wix, sur mon blog. Il y aura bientôt une vidéo d'autocritique qui viendra, donc qui était censée celle qui viendrait après mes vidéos là sur la résistance nationale, la question régionale, le cas de la guerre, le cas ukrainien. Normalement, il y a une autocritique qui va venir. Je vais voir quand est-ce que je vais la faire. Bon, je réfléchis. Est-ce que j'ai pensé à tout ce que j'ai dit? Ouais. Alors, la guerre en Ukraine. Alors, je rappelle mon positionnement. Au cas où je n'ai pas tout dit dans les vlogs précédents, mais pour moi, la guerre en Ukraine, c'est un conflit interimpérialiste entre la coalition impérialiste euro-atlantiste et l'impérialisme russe, entre une coalition impérialiste mondiale et un impérialisme continental. Cette guerre, c'est une guerre, pour la Russie, c'est une guerre de défense de son impérialisme. Ce n'est pas une guerre défensive stricto sensu, ce n'est pas une défense nationale, ça reste une guerre impérialiste, ça reste une guerre de prédation, de soumission, etc. Mais c'est une guerre qui vise à défendre ce qu'elle considère être son précaré, ici l'Ukraine, par rapport à l'avancée, à l'extension depuis des décennies du camp euro-atlantiste, expansion de l'UE et de l'OTAN. Un conflit interimpérialiste. À ce niveau-là, il y a des ressemblances avec la Première Guerre mondiale. Mais du fait de la dissuasion nucléaire, ce n'est plus un conflit frontal direct entre grandes puissances, c'est un conflit par proxy interposé, en l'occurrence principalement par proxy ukrainien. Là, pour le coup, il y a ici une ressemblance avec la guerre froide. Sauf que, à la différence de la guerre froide, qui était bipolaire, plus non alignée à côté, là, cette fois, on est dans une guerre froide multipolaire. Il y a l'impérialisme euro-atlantiste, il y a l'impérialisme russe qui s'affrontent par proxy, et à côté, il y a l'impérialisme chinois, donc proche de l'impérialisme russe, qui observe ce qui se passe. D'autres puissances émergentes, Afrique du Sud, Brésil, Argentine, Inde, qui observent à distance. Le monde, il est vraiment devenu multipolaire. Ça induit une certaine... ça contribue à l'émergence des tensions interimpérialistes aujourd'hui. Ça contribue à faire arriver le modèle néocolonial en crise. Bref, parce que pour moi, je considère que cette guerre, ce n'est pas ce n'est pas une simple guerre néocoloniale comme ce qu'il y avait eu en Irak, en Afghanistan. Là, c'est autre chose. Cette guerre, elle marque la crise du modèle néocolonial. C'est comme la Première Guerre mondiale avait marqué la crise du modèle colonial. Là, ok. Bon, j'étais juste en train de parler à ma mère. Bon, reprenons. Alors, je disais, oui, la Première Guerre mondiale avait marqué la crise du modèle colonial. Comme les grandes puissances s'étaient distribué la quasi-totalité des colonies, eh bien, pour étendre l'empire colonial, il n'y avait plus d'autre choix pour elles que de s'affronter directement, mutuellement. La Première Guerre mondiale, c'était une guerre pour le partage et le repartage du monde, notamment pour le contrôle des colonies. Là, la guerre en Ukraine, c'est une guerre à nouveau pour le partage et le repartage du monde, cette fois pour le contrôle des néocolonies. Parce que la plupart des néocolonies ont été distribuées, il y a des pays qui sont émergents, qui ne sont plus véritablement des néocolonies, du coup. Enfin, soit partiellement, soit plus vraiment. Parce que des pays comme la Corée du Sud et Taïwan, donc les pays qui font partie des quatre dragons d'Asie, autant ça reste des pays qui sont en partie vassalisés, autant la Chine et l'Inde, ils sont pas du tout vassalisés. Euh,
Du coup, ça fait que pour le contrôle des néocolonies, ça aboutit à des affrontements. Alors qu'ils ne sont plus directs, mais indirects, à cause de la dissuasion nucléaire, de la dissuasion mutuelle des armements destructeurs. Chaque grande puissance pourrait potentiellement détruire l'autre, voire la planète entière. Bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? On est à moins d'une heure, je vais encore continuer un peu. Euh, alors, j'essaie de voir si j'ai pas loupé des choses. Alors là, je disais, alors oui, les motions de censure. Il y en a qui disent il manque 25 voix, d'autres disent il manque 10 voix pour qu'elle soit votée. Le vote va être très serré. Mais alors, si la motion de censure n'est pas votée, la population va en avoir encore plus marre. Parce que les années précédentes, les gouvernements, à chaque fois, ils jouaient la montre, ils jouaient sur la durée, ils jouaient sur l'usure pour que finalement leur contre-réforme passe et que le mouvement s'affaiblisse. Ça a été le cas avec les Gilets jaunes. Mais à un moment, ça ne va plus marcher. À un moment, il ne va plus y avoir d'affaiblissement à force d'usure, il va y avoir radicalisation et renforcement du mouvement. À force de vouloir passer en force, de nous ignorer, c'est ce qu'ils vont obtenir. Il y en a qui disent pour plaisanter qu'en fait Macron c'est un agent communiste infiltré qui mène une politique complètement accélérationniste pour que la révolution vienne plus vite. C'est dit sur le ton de la plaisanterie, mais je me demande si ils ne veulent pas la situation révolutionnaire. Je me demande s'ils ne veulent, je me demande si ce qu'ils veulent, c'est juste, je me demande si au fond ce qu'ils veulent, c'est justement que le mouvement se radicalise, devienne toujours plus violent, ce qui leur permettrait de justifier des mesures toujours plus autoritaires. Je me demande si Macron, dans sa tête, il n'espère pas une radicalisation du mouvement pour pouvoir euh, justifier des mesures toujours plus autoritaires et pourquoi pas activer l'article 16. Et pourquoi pas activer l'article 16 et se retrouver doté des pleins pouvoirs. Bon, on n'en est pas là actuellement, on n'est pas dans une situation qui justifierait ça, et encore, il faut que ça passe à l'Assemblée. Mais Macron, le pouvoir, il y tient. Deux mandats de 5 ans, c'est pas assez pour lui, il voudra sûrement le garder. Il y a eu des réflexions comme quoi, ouais, si la motion de censure passe, le gouvernement sauterait, et en échange, Macron irait dissoudre l'Assemblée nationale, il y aura de nouvelles élections, il serait fort probablement minoritaire, il se retrouverait à démissionner et il tenterait de profiter de flou dans la Constitution pour pouvoir se représenter, en disant oui, mais mon second mandat, il n'a pas été complet, du coup ça compte pas, j'ai pas pu le terminer, gna 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 gna. Et du coup se représenter encore, essayer de regagner en utilisant toujours la même tactique. Bon, toutefois, à force de s'attirer l'inimitié de la population, l'animosité de la population, disons-le clairement, ça risque de pas marcher. D'autant que aux législatives, aux présidentielles, dans ce genre de situation, c'est Marine Le Pen qui en profiterait. C'est le Rassemblement national qui tirerait les marrons du feu. Et c'est vers ce parti que la bourgeoisie irait se tourner en dernier recours. Alors non, le Rassemblement national n'est pas un parti fasciste. Ce n'est pas un parti fasciste, ce n'est pas un parti nazi. Le Rassemblement national, en fait, c'est un petit peu comme le RPR des années 70-80. Ils y ressemblent beaucoup. Au pouvoir, ils vont faire pareil, c'est-à-dire, en fait, faire du Macron. Le Rassemblement national, aujourd'hui, en fait, c'est simplement le retour du RPR qui va servir lui-même de prélude à un retour de l'UMP puis de LR. Le RN, c'est une farce.
Les prolos qui votent pour eux, ils se font entuber, le RN va les trahir, le RN au Macron, enfin, le RN au pouvoir va faire à peu près comme Macron, du néolibéralisme autoritaire, avec alors davantage de mesures contre l'immigration, contre l'islam. Bon, c'est pas nécessairement un problème ça. En revanche, il va mettre en place des mesures autoritaires et néolibérales. Il va trahir le prolétariat. Je suis pas non plus partisan de la NUPES. La NUPES, c'est une gauche plurielle 2.0 qui, euh, qui n'est pas vraiment crédible. Il y a qu'à voir leur pudeur de gazelle au moment des motions de censure précédentes. Oui, mais nous n'allons pas voter les motions de censure du Rassemblement national. Nous ne collaborons pas avec le fascisme. Bon, bref, c'est des arguments complètement ridicules. Alors que le PCF des années 80, il n'hésitait pas à voter des motions de censure avec le Front National de Papy. Hmm. Parce qu'une motion de censure, c'est juste une motion de censure. Hein. Bref, à l'époque, on savait ce qu'était une motion de censure. C'est juste un vote commun contre un gouvernement. C'est pas, c'est pas un vote sur un projet de loi particulier. Faut arrêter de se, faut arrêter de jouer les vierges effarouchées pour mieux justifier ses compromissions. Bref. Euh, ouais, bah je sais pas trop. Ah oui, la Russie. Alors la Russie, autant leur armée a été clairement surestimée, autant leur économie, au contraire, a été sous-estimée. Leur armée est pas du tout au niveau qui était escompté. Ils se sont pris des branlées au début en Ukraine. Ils ont ensuite dû lâcher des territoires. Là, ils essaient de regrignoter, mais clairement, eux, ils espéraient faire tomber Kiev en quelques jours à la base. On n'y est pas du tout. Cette guerre, la Russie va quand même en ressortir affaiblie. Mais, mais, son économie, elle a quand même tenu le coup des sanctions. Son économie a tenu le coup, et puis, même si se retrouvent sans accès aux meilleures technologies, même s'ils auraient un niveau technologique maximal moindre, ça n'empêche qu'ils ont une capacité de production locale souveraine, parce que depuis 2014, ils ont relocalisé pas mal de trucs. Là, ils ont continué à encore relocaliser, et ils se tournent vers la Chine, vers l'Inde, vers l'Iran. Du coup, en fait, ils arrivent à être de plus en plus indépendants du camp euro-atlantiste et en plus avoir une certaine souveraineté propre, donc c'est-à-dire sur le plan avant tout économique. Mais en plus, alors les ressources, eux, ils en manquent pas. Les ressources, ils en ont. L'essentiel, ils l'ont, quoi. Ils n'ont pas les meilleures technologies, mais ils ont l'essentiel. Nous, on l'a pas. Et c'est pour ça qu'on voit que l'économie russe, alors la croissance reprendrait dès 2024, sur les FMI, voire même ça pourrait venir encore plus tôt, alors que par chez nous, les prévisions s'assombrissent. D'autant plus que, bon, nos gouvernements, à force de passer en force, il va y avoir davantage de luttes, davantage de grèves, ce qui vont nécessairement impacter la croissance. Mais enfin bon, voilà. La croissance, moi, je m'en fous un peu en tant que tel. La croissance, j'aime bien regarder ça pour voir l'état de l'économie capitaliste. Ça participe à comprendre un peu le fonctionnement de l'économie capitaliste, même si le PIB a beaucoup de limites. Bon, en revanche, hors de question de sacrifier les luttes sur l'autel de la croissance. Hein. La croissance, c'est de la valeur d'échange sous forme monnaie constante. Donc c'est de la richesse bourgeoise, c'est de la pseudo-richesse, c'est pas des valeurs d'usage ni des valeurs écologiques. Euh, je veux dire, on pourrait avoir une croissance qui baisse de 50%, du moment que les besoins essentiels sont satisfaits, moi ça me pose aucun problème. Si jamais on vit mieux avec deux fois moins de production, moi ça me pose aucun problème, je suis pour. Faut vraiment se détacher de la croissance, quoi. Mais dans un cadre capitaliste, si la croissance diminue, c'est mauvais signe. Pour le capitalisme, hein. Dans un cadre socialiste, ça sera différent, d'autant plus que, bon, moi je considère que le socialisme est nécessairement non marchand. Je vous. Je vais pas trop vous spoiler le contenu de mes articles sur le socialisme, mais vous allez voir, c'est intéressant. Bref. Alors, est-ce que j'ai tout dit?
Là, j'essaie de savoir si j'ai tout dit. Euh, ouais. Bah là, on va atteindre l'heure, donc j'essaie de réfléchir là, vraiment, voir si j'ai vraiment tout dit. Ah oui, là en ce moment, j'ai déjà mes projets, mais aussi je joue pas mal sur Pokémon Showdown. À force de regarder des vidéos de Filtrang et de rédemption, surtout de rédemption, bah, j'ai décidé d'installer hein, et d'y jouer un peu. C'est super cool en fait. C'est simple, ça consomme pas trop de ressources, ça prend pas trop de place et franchement c'est génial. Bon, je suis pas très fort, hein. Je suis pas très fort à ce truc-là. Je suis assez bas en ladder. J'ai un peu de mal à jouer correctement, mais j'y arrive. Bon, bien, j'ai tourné là. Je pense qu'on va s'arrêter là, honnêtement. Je pense qu'honnêtement, on va s'arrêter là. Parce que, ouais, alors, j'ai parlé de l'essentiel concernant les retraites. J'ai parlé par rapport à l'Ukraine et le lien entre financement du gouvernement ukrainien et réforme des retraites, lien direct, mais même si. Euh, Mes projets. Le cas de Nord Stream, alors ouais, Nord Stream et les BRICS. Ouais, alors la population allemande, ils sont assez remontés. Il y a eu pas mal de manifestations qui étaient assez remontées contre les États-Unis parce que pour, beau- pour beaucoup de gens, ce sont les États-Unis qui sont dans le coup. Pour moi, alors il n'est pas 100% certain, mais fort probable que les États-Unis soient dans le coup. Il y a beaucoup de raisons qui tournent vers ça, hein. Bon, eh bien, je pense qu'on va du coup arrêter cette vidéo là-dessus. Là, ça fait 1 heure, je pense qu'on va pas faire plus. Eh bien, au revoir.